Une production du Studio SF. What's up tout le monde, bienvenue au Dans l'Enclave podcast, le podcast où on parle de hockey et tout ce qui l'entoure. Cette semaine, on a reçu Matt Boulay, ostéopathe, posturologue. On a parlé d'énormément de sujets. Ah ouais. Le warm-up, la balle neurospike. La spécialisation du hockey, à quel âge, la déficience côté gauche-droite. Puis on a parlé du fameux bossu. Ouais, si c'est réellement Efficace. une nécessité dans vos entraînements. Fait que sans plus tarder, on vous laisse écouter ça, le podcast avec Matt Boulay. Hey Mathieu Boulay, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de notre podcast. Je suis tellement honoré que vous m'ayez invité. Je suis vraiment content d'être ici avec vous autres. Merveilleux C'est ça. un plaisir pour nous aussi. On a une couple de questions pour toi. Bon, on va commencer directement avec la suite de ce qu'on parlait avec Jake. On parlait de fameux bossus. Ouais. Et de split lunge. C'est ta première question, ça, le bossu? Ah ouais, ça rentre en partant. Ah ouais, on peut aller dans le vif du sujet. Hey, tu commences raide, le gros? C'est quoi la question par rapport au bossu? Mais écoute, si t'aimes mieux, tu peux te présenter. Commence par te présenter. Commence par te dire présenter. c'est qui Matt Boulay. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Posturologue, ostéopathe, prof d'éduc. Ouais, c'est ça. Moi, j'essaie d'optimiser le potentiel humain. C'est vraiment ça qui définit là, ce que je fais, puis ce que je développe autant comme programme de formation que je donne à des étudiants. Vous êtes tous les deux étudiants de l'Institut IP, donc ça vous parle. Autant pour les clients que j'entreprends, pour le grand public que je vais cibler davantage, même en 2020, avec un nouveau projet dont je parlerai pas. Mais le 1er janvier 2020, vous allez le savoir. Au Dans l'Enclave. Ah, ça serait... Disons qu'on va aller toucher une sphère de l'être humain que la posturologie n'a pas encore visée, puis on va le faire de façon à révolutionner le domaine du développement personnel. Au Québec. Ouais, au Québec pour commencer, puis après ça, quand on va être un peu rodé ici, on va le faire ailleurs. Ouais. Mais tout ça pour dire que mon but, c'est ça, c'est vraiment de développer le potentiel humain. Puis je suis passé par différents moyens au courant des années pour arriver à ça. Alors, plus classiquement, j'ai appris les techniques plus conventionnelles en thérapie physique, comme l'ostéopathie, la massothérapie, les techniques de tissu mou, qui ont leur mérite, mais j'étais quand même plus ou moins satisfait sur le résultat à long terme. Les mots-clés, c'est vraiment ça. À long terme, j'ai pas trouvé que ces méthodes-là m'aidaient à avoir des résultats qui étaient concluants puis qui permettaient à mes clients vraiment de s'épanouir de façon de plus en plus développée. Donc, je me suis tourné vers des méthodes un peu plus à saveur neurologique, dont la posturologie puis la neurologie fonctionnelle. Puis, c'est un mélange de ces deux méthodes de travail-là qui définissent mon travail depuis les 12 dernières années maintenant. Où est-ce que mettons, la première fois que tu as entendu parler, mettons, de la posturologie, c'est par qui? Vous allez adorer cette histoire-là. C'est un bonhomme qui s'appelle Yves Étier. Yves Étier qui a entraîné des athlètes olympiques. En fait, 40% des athlètes canadiens qui ont gagné des médailles aux Jeux, c'était de 2002, avait été recalibré en posturologie par Yves Étier. Donc, Yves Étier était en charge de l'équipe de patinage courte piste dont Marc Gagnon faisait partie à l'époque. Alors, la posturologie au Québec, les gens ne le savent peut-être pas, mais ça a été testé sur des athlètes de très haut niveau avec des performances vraiment intéressantes. Et c'était mon ostéopathe à l'époque, Yves Étier. On parle de ça dans les années 2001-2002. Et puis, il m'a entrepris, puis la première chose qu'il m'a dit, c'est que j'étais tout croche, puis que ça serait peut-être difficile de m'entraîner de façon efficace si j'avais des déséquilibres qui étaient posturaux, musculaires. Et puis, il m'a introduit à la méthode. Je suis allé faire mon cours en posturologie en 2002 pour la première fois, et puis j'ai absolument rien compris. Sauf que j'avais vu des résultats avant-après pendant les jours de formation, et ça m'était resté... c'était quelque chose qui avait imprégné ma mémoire. Et donc, j'avais jamais oublié ça. Par la suite, j'ai fait un peu comme tout le monde. J'ai étudié des techniques plus conventionnelles parce que je me suis dit, voyons donc, ça se peut quand même pas qu'avec des fréquences puis des exercices neurologiques, on vienne qu'à soulager des gens puis à augmenter les performances. J'y croyais pas moi-même. Donc, des fois, les gens me disent, je suis sceptique. Je suis comme, je te comprends, je l'ai déjà été. J'ai fait le cours peut-être 4, 5 ou 6 fois avant de vraiment dire, OK, là, je vais pratiquer. Puis ça, c'était en 2007. Donc, entre 2002 et 2007, j'ai appris un paquet de techniques plus conventionnelles, active release technique et autres. Et puis, c'est ça, un peu avec les résultats que je vous ai décrits. J'étais déçu de la durabilité du résultat. Donc, ça a commencé comme ça, c'est Yves Étier. Puis là, j'ai rencontré Paul Gagné. Paul Gagné, qui était assistant professeur comme Yves Étier
pour Dr Bricout en 2002. Et puis, évidemment, là, j'ai connu le bonhomme qui est Paul Gagné jusqu'à collaborer avec lui récemment, puis j'ai un respect immense. Non seulement pour lui parce qu'il fait ce qu'il fait, mais c'est parce qu'il est toujours en train de vouloir apprendre plus. Il se forme continuellement. La façon dont Paul travaille aujourd'hui, c'est pas du tout comment il travaillait quand je l'ai rencontré, justement. Ce qui fait preuve de sa curiosité, puis ça, je respecte beaucoup, beaucoup ça. Ouais, il travaille avec beaucoup de joueurs de hockey quand même. Il travaille à peu près qu'avec des joueurs de hockey professionnels, donc il y a un peu la job de rêve que plusieurs préparateurs physiques au Québec aimeraient avoir, sauf que non seulement c'est mérité, mais je pense qu'il faut regarder son parcours puis les connaissances qu'il a aujourd'hui, puis honnêtement, je connais pas personne qui a les connaissances à Paul Gagné dans le domaine, donc je trouve que ça lui revient amplement à ce moment-là. Fait que, mettons, là, tu dis que tu fais beaucoup de posturologie, c'est des exercices plus neuro. Ouais. Avec ça, avec l'Institut IP aussi, qu'on a appris beaucoup d'exercices par rapport à ça. Tu peux-tu nous expliquer un petit peu, tu nous as montré, là, en gros, la pyramide de Schellenberger, ouais. qui est est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la base avant même d'aller chercher le top niveau là, en haut? Là? Ben, tu sais, jouer au hockey ou tenir debout, ça fait partie de ce qu'on appelle le stade 4 dans la pyramide de Williams et Schellenberger, qui sont, dans le fond, des spécialistes du développement moteur, qui ont comme dessiné, en fait, une façon de voir comment que le système nerveux se développe en 4 étapes. Donc, l'étape 4, c'est vraiment l'étape de la finalité du développement humain, c'est les activités de la vie de tous les jours. Donc, là-dedans, on peut mettre le sport de haute performance. C'est aussi le comportement puis l'apprentissage. Puis, en quelque part, pour être un bon athlète, il faut bien se comporter autant sur puis hors classe, puis il faut être capable d'apprendre des nouvelles choses. Donc, finalement, c'est vraiment la performance humaine qu'on retrouve à l'étape 4. Ce qu'on se rend compte quand on fait les tests à l'Institut IP, c'est que la base de la pyramide, la façon dont le cerveau perçoit l'information qui vient de l'extérieur et de l'intérieur du corps, souvent, même ça, c'est pas super bien intégré. Donc, tu sais, quand tu as des bases fragiles, c'est dur d'aller chercher un niveau de performance qui est déployé, puis en fait, qui est de plus en plus intéressant. Ce qui fait que on se rend compte qu'il faut travailler sur des composantes très basiques pour améliorer la qualité de vie des gens, leur performance. Ben, entre autres, il faut travailler sur les bases sensorielles. Donc, on le voit dans l'Institut IP, l'information qui vient par le sens de l'équilibre, qui est le vestibulaire, la proprioception, qui est le ressenti qu'on a de notre corps, puis aussi l'information de la peau des mains, la peau des pieds, qui est souvent immature jusqu'à l'âge adulte, jusqu'à temps qu'on travaille dessus, avec, entre autres, le neurospike, comme vous connaissez. On va y venir tantôt. Mais en gros, la posturologie, comment tu appliques ça, mettons, avec un joueur de hockey? Comment tu vas... Si je t'amène un joueur de hockey demain matin, comment tu vas le prendre sur ton aile un peu? Ce qu'on m'a dit souvent, c'est que les joueurs de hockey, avant une partie, ils vont regarder des vidéos de l'autre équipe, puis ils vont regarder peut-être les façons de bouger d'un joueur de l'équipe opposée. Puis, ce qu'on va remarquer des fois, c'est, en France, ils vont jusqu'à appeler ça des préférences motrices. Ça n'existe pas vraiment ce courant-là ici. Mais on va jusqu'à dire qu'il y a des êtres humains qui seraient peut-être plus à l'aise, par exemple, de tourner à droite, puis d'autres de tourner à gauche. Je paraphrase ça, là, mais c'est pas mal ça. Puis moi, je me dis, est-ce que c'est vraiment une préférence innée de l'individu de dire qu'il est plus à l'aise de tourner à droite, ou est-ce que c'est juste de par le fait qu'il y a des déséquilibres de posture qui fait que sa hanche droite, parce qu'elle est vraiment tendue, au final, il est plus confortable pour tourner à droite que de tourner à gauche. Parce que justement, ce genre de droite-là, elle bouge pas bien. Donc là où certains disent qu'il y a des préférences, moi, je me dis, il y a peut-être des déséquilibres qui mènent à des préférences. Donc avec ton joueur de hockey, ce que je fais, c'est que, en fait, je fais un peu comme s'il ne jouait pas au hockey au début parce que je veux le sortir du contexte de ce qu'il fait pour l'améliorer de façon générale. Je veux qu'il y ait le moins de déséquilibre possible dans sa posture, dans la façon dont son cerveau contracte tous ses muscles. À partir de ce moment-là, si demain matin, ça ne fonctionne pas avec le hockey et qu'il fait du patinage artistique, ben, je veux savoir qu'il est capable de faire ça de façon efficace. Je veux aussi savoir qu'il est capable de faire toutes ces autres activités dans la vie de tous les jours sans avoir de douleur ou de blessure, parce qu'il y a des fois où les gars se blessent puis c'est même pas en jouant au hockey. Donc, c'est un peu ça aussi qui fait que je me dis, oui, je veux l'améliorer dans son sport, mais je veux l'améliorer, lui, cet athlète-là, de façon plus globale, je te dirais. C'est que tu n'entraînes pas un joueur de hockey, tu entraînes un athlète. Oui, j'entraîne en fait un être humain qui s'adonne à être athlète en ce moment, mais qui pourrait bien faire d'autres choses demain matin, sauf que bon, l'idée c'est qu'on veut les aider à performer dans leur sport qu'ils ont choisi. Et c'est là qu'il y a une collaboration qui devrait se faire entre, par exemple, le posturologue, le préparateur physique, l'équipe de physiothérapie,
pour que finalement cet athlète-là soit au cœur d'une intervention qui est systémique, qui est globale. Parce qu'on parle, tantôt tu parlais là, des tensions dans les hanches parce qu'il y a un déséquilibre. Souvent, préparateur physique ou entraîneur, kinésiologue, peu importe, ils vont faire comme on va aller étirer ça, on va aller enlever la tension. Mais souvent, le problème, ça vient peut-être pas juste de là, parce que moi, je me souviens, je suis au hockey, je suis gaucher. Est-ce que j'aurais dû vraiment être gaucher? Je sais pas. Peut-être que je me suis donné un bâton un petit peu trop jeune. Ça peut expliquer bien des choses, ça, Philippe. Puis, mettons que j'avais tout le temps de la misère à breaker à droite, contrairement à gauche. Moi aussi. J'avais bien beau m'entraîner là, à fond, essayer de breaker 200 fois par jour, m'entraîner au gym, m'étirer, peu importe. Ouais. Ça venait jamais égal les deux côtés. Puis pourtant, on serait supposé être égal les deux côtés. Ouais. Il y a certaines fonctions pour lesquelles on est vraiment supposé être symétrique, d'autres moins. Donc là, je vais te parler d'une de mes profs que j'ai eue quand j'étais un peu plus jeune qui s'appelle Dr. Sonia Padovan. Padovan pour ceux qui veulent faire des recherches. C'est une Brésilienne, c'est une neuropsychiatre. La madame est assez bolée et super fine en plus. Puis Dr. Padovan a déjà dit qu'on est humain du coude à la main. Ça m'a toujours marqué. C'est très poétique, mais ça dit vraiment ce que ça dit. Donc, avoir des préférences, c'est normal pour l'écriture, c'est normal pour la précision, pour les gestes fins. Mais avoir des préférences quand on fait un squat, à savoir que notre bassin il chiffre d'un bord ou il chiffre de l'autre, ça marche pas, ça. Donc, on peut pas blâmer le fait qu'on est droitier, à savoir qu'à ce moment-là, on a peut-être une préférence pour freiner à droite ou freiner à gauche. Le frein, il se fait quand même, j'ai joué au hockey, là, ça se fait quand même pas mal avec les hanches puis le tronc. Ouais. Les pieds suivent un peu ce que le tronc va dicter puis le pivot des hanches. À ce moment-là, j'avoue qu'au niveau des hanches, au niveau des genoux, on est supposé être pas mal symétrique dans la façon dont on recrute, dans notre facilité à recruter ces muscles-là. Mais pour dribbler un ballon au soccer ou pour frapper quelqu'un à la boxe, là, je peux comprendre qu'il y a une préférence, mais c'est des gestes de précision. Freiner au hockey, c'est précis, mais il y a beaucoup plus précis que ça qu'on peut faire. Fait que tu devrais pouvoir freiner gauche et droite. Je considère que oui. Fait que, tu sais, quand on parle souvent, là, on va s'étirer, ainsi de suite. Le problème vient pas tout le temps de là. Ça peut venir de bien la base avant. Là. Fait que le système nerveux. Les gens oublient qu'à la naissance, ce qui est normal, ce qui est souhaitable, puis ce qui est même quantifié, c'est à quel point le corps est tendu. C'est un signe de santé neurologique. Ça fait partie d'un score qu'on appelle le score d'Apgar, où il y a 5 critères pour lesquels il y a 2 points alloués à chacun des 5. Et il y en a un des 5 critères qui est le tonus. Alors, le tonus, de base, la tension musculaire dans le corps, à la naissance, il faut qu'il soit élevé. Maintenant, plus on se développe entre 0 et 1 an, plus qu'on a des projections du cerveau vers les muscles. C'est un neurotransmetteur qui s'appelle le GABA. Puis apparemment qu'on est souvent déficient en GABA. Je commence à me demander si c'est pas du fait qu'on a des immaturités développementales parce que à mesure que le cerveau connecte avec les muscles, il y a un relâchement, je vais dire, ou une diminution de tension musculaire dans tout le corps. Alors, les bouts de corps avec lesquels on a peut-être moins connecté sont ceux qui, à long terme, restent tendus. Ils ne le deviennent pas, ça sort pas de nulle part. C'est pas parce qu'on fait trop de sport ou qu'on n'en fait pas assez. C'est pas parce qu'on est trop souvent debout ou trop souvent assis. C'est pas parce qu'on dort à terre ou qu'on dort dans un matelas gonflable. La liste est longue. Les gens vont blâmer à peu près tout ce qu'ils font puis tout ce qu'ils font pas, à savoir pourquoi ils ont des tensions musculaires, quand la cause la plus lointaine, celle que je vois le plus souvent depuis 12 ans, c'est en fait qu'il y a des parties de leur corps avec lesquelles ils ont juste jamais connecté. Exemple concret, un enfant qui rampe, mais juste avec un pied. Quand j'entreprends un nouveau client, j'ai 2 vidéos différentes d'enfants qui rampent, mais qui rampent vraiment juste avec un pied. C'est pas si rare que ça. Et là, ce pied-là, il se développe bien. C'est la jambe sur laquelle on va être stable. C'est la jambe avec laquelle on va avoir plus d'appui, plus de confiance. Mais c'est celle qu'on aura bel et bien développée. À la naissance, on contrôle rien. On contrôle même pas notre nuque. Ce qui fait que si tu prends un bébé naissant dans tes mains, il faut que tu soulèves et que tu soutiennes sa tête, en fait. Donc, à savoir qu'on ne contrôle même pas notre tête à la naissance, tout est à gagner et tout n'est pas gagné souvent chez la plupart des adultes, dont les joueurs de hockey qu'on entreprend. Après ça, s'ils préfèrent tourner à droite ou pivoter à gauche, j'ai de la misère à penser que c'est vraiment une préférence qui leur appartient. D'après moi, c'est des choix qui se font à leur insu parce qu'ils ont des déséquilibres dont ils ne sont même pas au courant qu'il faut, dans le meilleur des cas, qu'il faut corriger. Si je viens de voir, puis moi, je suis pas capable de tourner à gauche, ou j'ai réellement plus de misère, de quelle façon... Mettons, tu peux-tu me remettre sur, mettons, égal les deux côtés ou oui. proche?
Une des façons qu'on démontre ça maintenant de plus en plus, moi j'utilise en clinique ce qui s'appelle un podoscope. Un podoscope, ça prend une empreinte de tes pieds. Donc on te demande d'embarquer sur une petite glace, il y a une lumière en dessous, je prends une photo. À partir du moment où on verrait que tes deux pieds ne touchent pas le sol de façon égale, tu es déjà plus enclin à pivoter d'un bord que de l'autre. Je te donne un exemple. Ton pied droit s'affaisse un peu plus que ton gauche. De quel bord tu penses que tu vas vouloir pivoter? Si mon pied Ton pied droit s'affaisse un petit peu plus que ton gauche. De quel bord tu penses que tu vas toujours vouloir plus tourner? droit. Tu vas vouloir tourner à gauche. À gauche, tu es ouais. déjà en train de tourner à gauche sans même le vouloir. Donc là, l'idée, c'est que si je veux te faire tourner de l'autre bord, il faut que je te donne beaucoup plus de stabilité sur le pied droit. Alors, il faut en fait créer une arche en dessous du pied droit pour que tu sois tellement stable que tu peux mettre tout ton poids de corps sur le pied droit, pivoter la jambe gauche par-dessus, puis faire autre chose en même temps, parce que c'est souvent ça que vous devez faire au hockey, c'est plus qu'une chose en même temps. C'est de la coordination humaine parce que là, il faut que tu vois la puck, il faut que tu vois les joueurs sont où. Ouais. Puis ça, pour revenir sur la pyramide, ben c'est encore une fois dans. C'est encore dans un le petit top, peu plus haut. Ouais. Donc, à partir du moment où tu aurais un déficit des points de contact de tes pieds au sol, tu peux même pas bien organiser ta coordination humaine qui est un facteur clé dans la réussite d'un joueur de hockey. Pas mal plus à mon idée que de combien qu'il bench, de combien qu'il fait au power clean, puis combien qu'il front squat. Ouais. Puis je dis pas que ces choses-là sont pas importantes parce qu'en 2019, je pense que c'est même essentiel d'entraîner ces composantes-là. Les gars sont trop forts, sont trop puissants. On n'est plus en 1940. Sauf que les joueurs qui se démarquent, non seulement ils sont forts et puissants, mais à mon avis, ils sont agiles, coordonnés, puis ils ont beaucoup d'équilibre. Je pense que ça prend vraiment un heureux mélange des deux pour avoir un joueur de hockey qui est super performant. Fait à quel point l'entraînement en musculation en salle peut contribuer à la performance versus à un entraînement neurologique comme que tu peux faire avec un athlète? Ouais, quand tu regardes la performance du corps humain, on peut la diviser en deux catégories. Puis ça, on le voit dans l'Institut IP. Il y a la performance motrice puis la performance physique. Les préparateurs physiques sont spécialistes pour aller chercher ce qui s'appelle la performance physique. Force, endurance, puissance, flexibilité. C'est pas mal les qualités musculaires qu'on va aller développer dans un gym avec des charges. Le substrat de ça pour être efficace à développer tout ce que je viens de nommer, c'est la coordination, l'agilité, l'équilibre, la reconnaissance de soi. Et tout ça, c'est appris entre 0 et 1 an. Donc, en fait, un adulte qui n'a pas tous ses prérequis de santé motrice va avoir des difficultés à développer sa santé physique. Exemple concret, tu fais un bench, puis tu veux pousser de façon égale avec les deux mains parce que logiquement, c'est ce qui fait que tu vas pousser ta barre plus efficacement vers le plafond. Mais à partir du moment où tu n'as pas vraiment très bien développé ton contrôle moteur avec la main droite puis la main gauche, ça se fait surtout avec la coordination œil-main. Donc, à partir du moment où tu as peut-être été bien plus à l'aise de manipuler un objet dans ta main droite quand tu le regardais que dans ta main gauche, on parle juste de manipuler pour manipuler, là, pas faire quelque chose de précis avec. Ben à ce moment-là, ça se peut que tu aies un petit peu plus de facilité à utiliser ton bras droit. Quand tu pousses ta barre, tu vas la pousser croche. Ton chum va dire tu pousses la barre croche. Tu vas dire ben non, elle est droite parce que pour toi, elle est vraiment droite. Il va prendre une vidéo parce que maintenant, en 2019, on prend des vidéos de toutes. Tu vas faire shit, ça se peut pas que je croche de même. Je m'en rends pas compte. Le corps a cette capacité-là à te laisser croire que tu es assez équilibré. Parce que je pense que ça créerait des désordres psychiatriques assez importants si on avait toujours l'impression d'être en adaptation quand on l'est. Ça se fait, heureusement, en quelque part à notre insu. Sauf que c'est ça le problème, en quelque part. C'est que ça se fait tellement à notre insu qu'à moins d'être évalué, on ne le sait pas qu'on a des déséquilibres. Après ça, souvent, on intervient sur des muscles qui sont tendus, des muscles qui sont faibles. On étire, on renforcit. Puis ça peut donner des résultats, mais ça ne va vraiment pas à la cause de l'enjeu. Parce que moi, ben, pour avoir été un de tes clients pendant l'été, les exercices que tu me faisais faire, on s'entend que c'était des exercices assez de base que je ne maîtrisais pas au début. Puis moi, par expérience personnelle, mon squat shiftait à gauche. Gaucher, tourne tout le temps à gauche, shift à gauche. Mon côté droit, faible à chier. Puis ça n'a pas pris de temps que mon squat s'est revenu droit. Mon bench poussait déjà plus droit. Puis moi, j'avais tout le temps mal à l'épaule. Puis là, depuis ce temps-là, plus de mal à l'épaule. Le squat est droit. Puis j'ai quand même monté de 20 livres mon squat. Ouais. Dans le temps de le dire. Ouais. C'est le fun de voir qu'en même temps que les gens performent, ils travaillent moins fort, dans le sens qu'ils travaillent plus efficacement. Ce qui avait vraiment impressionné Charles Poliquin la première fois qu'on lui a montré la posturologie, c'est qu'on avait fait un test. Bon, Charles étant Charles, après avoir parlé pendant 20 minutes, il nous a regardé en voulant dire « Bon, j'en ai assez entendu. On peut-tu passer aux choses sérieuses? » Il l'a dit autrement, mais je peux pas le dire ici. Je vous le dirai hors ronde. C'est trop violent. Et puis, c'était sexiste, c'était épouvantable. Mais c'était drôle. Puis Charles avait dit « Écoute, là, j'en ai assez entendu. On va faire un test. »
Ben, il fallait que ça marche dans le vrai monde. La théorie, c'est le fun, la pratique, c'est pour ça que les gens investissent. Et que là, il nous demande de stimuler les pieds d'un de ses athlètes qui faisait du bench. Là, on va se dire, le pied avec le bench press, on voit pas le lien, mais tu sais, tu as quand même des appuis au sol si tu le fais bien, ton bench. Tu mets quand même tes pieds à terre, puis ça va t'aider à activer ta chaîne postérieure pour pousser la charge. Tu sais, le leg drive, exact. Puis, ben, comme à peu près n'importe qui, le gars qu'on a évalué avait des pieds croches. Ben, on stimule ses pieds, puis ses performances avaient augmenté sur le bench de, je m'en rappelle encore, 5,1%. Nous, j'étais là avec ma collègue à l'époque, puis on se regarde en voulant dire, tu sais, 5,1%, moi, je suis pas préparateur physique, je sais pas si c'est bon. OK, j'en ai aucune idée. On le regarde, puis avec son air qu'il avait tout le temps, ben là, ça équivaut à peu près à 1 an d'entraînement avec un athlète de haut niveau. Ah ouais. J'ai pensé à ça, je me suis dit, crime, si on est capable d'améliorer la performance d'un athlète de 5,1% en 10 minutes dans une première consultation, puis que moi, j'entreprends les gens sur 12 mois, puis qu'à toutes les 3 semaines, je m'assure de voir s'ils vont pas mieux, on peut peut-être faire des petits miracles avec bien du monde. Et puis, c'est un peu ce qu'on fait finalement depuis ce temps-là. Puis Charles a été vraiment un gros fan de la posturologie. Il en a beaucoup parlé. Il nous a référé. Et à ce jour, j'ai encore des références de Charles Poliquin. Des gens qui viennent me voir puis qui m'appellent, qui me disent « C'est Charles qui m'avait référé à toi. » Ça rend très, très humble. Hein? Surtout quand le bonhomme il est plus là puis que tu peux même pas le remercier. Là, ce que j'ai au moins réussi à faire quand c'était le temps. Mais j'en ai la chair de poule quand je parle de ça. Moi, Charles, c'était vraiment... à ce jour, c'est mon idole. C'est celui qui m'a vraiment motivé à faire ce que je fais. Charles avait un biais, c'était la performance. Il n'y avait que les résultats qui comptaient pour lui. Peu importe comment il y arrivait. Et ses étudiants sont pas mal dans le même schème de pensée. Puis même si je fais pas de l'entraînement, je te dirais que je me considère plus comme un coach qu'un thérapeute. Puis à ce moment-là, c'est vrai que je regarde pas mal ça de la même façon. Moi, il faut que tu t'améliores toutes les 3 semaines. D'une façon ou d'une autre, c'est ma responsabilité. Il faut que tu ailles mieux à toutes les 3 à 6 semaines, sans exception. C'est qu'après ça, c'est un peu de pression, mais c'est le fun quand ça arrive. On parle posturaux, puis qu'on fait des exercices neuro. Peux-tu nous donner un exemple d'un exercice neuro qu'on peut faire? Exemple? Les gens, un peu, c'est sûr qu'audio, ils vont dire... Ouais, ben, je vais leur décrire. Vidéo. Ben, ouais. Là, ce qui arrive, c'est que l'équilibre, c'est peut-être pas mal ce qui est le plus important pour l'être humain d'un point de vue physique, puis même d'un point de vue psychologique. L'équilibre, quand t'en as pas, il n'y a pas grand-chose qui fonctionne dans ta vie. Et à ce moment-là, pour le hockey, ben, le relais, il est facile à faire. Vous êtes quand même sur une glace avec 2 lames en dessous des pieds. Quand vous commencez à perdre l'équilibre, il n'y a plus grand-chose que vous êtes capable de faire. Même le meilleur joueur de hockey au monde, quand il perd l'équilibre, il n'est pas plus efficace qu'un jeune de 4 ans qui peut passer à côté de lui avec la rondelle. Donc, la notion d'équilibre, elle est pivot, puis ça, c'est pour tout le monde. Donc, un exercice que les gens peuvent essayer à la maison pour l'équilibre, tout simplement, c'est d'être debout, de coller leurs pieds ensemble, puis de croiser leurs mains sur les épaules. Déjà, juste ça, pour certains, c'est assez difficile. Si ça ne l'est pas, ils peuvent commencer à fermer les yeux. Ils vont essayer un petit peu plus. Puis si jamais ça va bien pour 30 secondes, ils peuvent mettre un pied en avant de l'autre. Là, déjà, juste ça, je leur suggère d'être pas trop loin d'une table pour se tenir. Et ça va les faire tanguer de droite à gauche. Ça va travailler leur interne droite, leur interne gauche, qui est vraiment là où on a le sens de l'équilibre le plus fin. Et l'idée, c'est de faire des exercices comme ça pour une certaine durée. Moi, je recommande 30 à 60 secondes dans chacune des positions. Puis, les gens vont commencer à faire ça, puis petit à petit, jour après jour, ils vont s'améliorer. Ils vont voir qu'ils ont de plus en plus d'équilibre. Puis, plus que tu as d'équilibre dans ta vie, plus que tu peux faire à peu près n'importe quoi. Entre autres, tu es plus performant quand tu joues au hockey. Tu as travaillé avec Ben Tardif, qui joue pour Phoenix de Sherbrooke. Lui, ça ressemblait à quoi? Mettons, tu faisais-tu faire exactement la même chose que... Pas la même chose qu'à Phil, mais généralement, mais travailler pas mal, sur les bases. Ça, c'est une réponse qui fait chier tout le monde, honnêtement. Puis je vais vous le dire comme ça, parce que on est dans une ère en 2019 où les gens veulent quelque chose de spécifique à eux. Tu sais, tu veux un T-shirt avec ton nom dessus, tu vas au Starbucks, on met ton nom sur ta tasse. On fait 3 erreurs dedans, mais c'est fait exprès. C'est sûr que c'est une stratégie de marketing, parce qu'après ça, tu le mets sur Instagram, tu te dis « Regarde, ils se sont trompés dans mon nom. » S'ils l'avaient écrit comme il faut, tu l'aurais peut-être pas mis en ligne. Mais on est vraiment dans cette culture, dans cette société où l'ego est très fort. Puis je dis pas ça de façon négative, je pense juste que, tu sais, chaque personne pense beaucoup à lui. On est définitivement pas à une époque en Amérique où les tendances de gauche sont très, très fortes. C'est tout le monde pareil, on s'entraide. Il y a vraiment une quête d'individualisme, je trouve un peu malsaine même. C'est peut-être pire aux États-Unis, mais ça pour dire que les gens veulent vraiment un programme qui est fait pour eux autres, avec des exercices spécifiques. Tous les êtres humains ont à peu près appris à tenir debout de la même façon, puis sur 12 ans, je pourrais dire qu'ils ont des déséquilibres assez similaires.
Ça fait que le programme que j'ai donné à Ben puis celui que j'ai donné à Phil, il y a des exercices qui sont les mêmes, il y en a qui sont différents, mais la philosophie derrière le programme, elle est exactement la même. C'est 2 êtres humains qui tiennent debout sur 2 pieds puis 2 yeux. Dans les 2 cas, il faut que ces systèmes-là opèrent bien, il faut que ce soit efficace, puis il faut que ce soit de plus en plus... Il faut qu'on puisse de plus en plus leur demander de faire des choses complexes puis qu'ils soient de plus en plus efficaces à les faire. Donc, en quelque part, ça s'est quand même beaucoup ressemblé. Je vous mettrais les 2 programmes un à côté de l'autre, vous diriez « Ouais, finalement, ta job, c'est facile. » Ben, ma job, ça a déjà été de trouver dans quel ordre travailler, ce qui n'était pas évident, ce que vous apprenez à l'Institut IP. Pourquoi un exercice avant un autre? Parce que, tu sais, il y a bien des exercices qui sont bons. Ce que j'ai trouvé qui était le plus grand défi à ce jour dans ma carrière, c'est lequel tu donnes quand à qui. Puis lequel qui va permettre à cette personne d'aller un petit peu plus loin, puis un petit peu plus loin. Puis qu'est-ce qui fait que 12 mois plus tard, cette personne-là va être complètement transformée versus « Ah, je vois un peu mieux depuis que je vois maths. Pas « je vois un peu mieux, je me reconnais plus. » En temps normal, après 12 mois, c'est un peu plus ça le feedback auquel je m'attends. Tu sais, je me reconnais plus. Ça, c'est une transformation, puis c'est pour ça que je me tiens. Ouais. Puis les joueurs de hockey vont voir plus la différence au niveau, mettons, explosion, équilibre sur la glace ou au niveau des habiletés individuelles. Tu sais, mettons, stick handling, la puck dans les airs, la main. Est-ce que ça va être plus un des 2 ou égal? Ça va dépendre de comment ils ont grandi. S'ils ont vraiment été choyés au niveau de la stimulation, de la coordination œil-main, tu sais, le œil-main, entre autres, c'est pas pour faire de la controverse, mais c'est le fun, c'est un podcast, c'est quand même que ça se développe beaucoup avec l'allaitement. Donc, à partir du moment où l'enfant a été allaité, juste le fait de devoir connecter avec les yeux de la mère pendant qu'il utilise ses mains pour stabiliser le sein, déjà ça, c'est probablement le premier entraînement de la coordination œil-main. Là, je sais ce que vous allez dire, les boys. Si on veut, comme joueur de hockey, améliorer notre coordination œil-main, est-ce qu'il faut aller aux danseuses? Je ne sais pas, mais je vais laisser à d'autres la réponse à cette question-là. Sauf que c'est sûr que à partir du moment où ça n'a pas été fait, est-ce que c'est plus difficile de développer de la coordination humaine? J'ai aucune donnée probante là-dessus, mais au-delà des données probantes, il y a la logique, puis il y a la physiologie humaine. Donc, l'hypothèse qu'on peut émettre, c'est peut-être qu'à ce moment-là, pour un autre enfant qui a peut-être eu d'autres forces, peut-être qu'il a été mis plus souvent sur le ventre, mais il n'a pas été allaité, lui, il a peut-être développé plus ses pieds. Celui qui a peut-être pas été trop mis sur le ventre, mais qui a été mis dans une trottinette, mais qui a été allaité, peut-être qu'il ne connecte pas bien avec ses pieds, donc il n'y a pas beaucoup de puissance, mais il y a peut-être une très bonne coordination humaine, ce qui permet de faire du meilleur stick handling. Tu sais, c'est des hypothèses que je te donne, mais c'est un peu comme ça, je pense qu'il faut raisonner pour aller au fond des choses, parce que sinon, on n'en vient qu'avec des explications un peu boboches tout le temps. « Ah, il est fait de même. Ah, c'est juste pas son fort. » Ben oui, mais pourquoi? Ouais. Moi, c'est cette question-là qui m'obsède à tous les jours, c'est toujours trouver la cause. De juste dire « il est comme ça, il est comme ça ». Je sais qu'il y a de la génétique, là, mais ça explique pas toute la génétique. Ah, ouais. Fait que ça va dépendre de l'individu. Mettons, si lui, le œil main, c'était plus ce qui tirait de la patte, après t'avoir vu, ça va être son œil main qui va s'améliorer. Ouais. Mais si moi, c'est système vestibulaire, ça va être le vestibulaire. Fait que c'est vraiment propre à l'individu en tant que tel. Là. Puis, ça, c'est quand on fait de l'isolation de système, ce qu'on fait au début d'un protocole. T'sais. C'est vrai qu'au début, quand on entreprend un athlète, on va dire, regarde, toi, ton système vestibulaire, c'est peut-être pas top, mais ta coordination œil-main, c'est vraiment bien. Mais à un moment donné, dans la vraie vie, tous ces systèmes-là doivent s'intégrer. Ils travaillent tout le temps ensemble. Donc, à un moment donné, les exercices qu'on vient qu'à donner à quelqu'un vont faire une combinaison système vestibulaire, œil-main, proprioception, tactile, sécurité posturale, pour reprendre vraiment les thèmes de la pyramide. Là, on est en train de faire de la vraie performance. Parce que dans la vraie vie, les gens ont besoin que tous ces systèmes-là s'intègrent. C'est juste qu'au début, quand on les entreprend puis que ces systèmes-là ne fonctionnent pas en soi, on les isole. Donc, c'est un peu moumoune de le faire de même, mais on n'a pas le choix si on veut faire une bonne job dans le temps puis qu'on veut vraiment avoir une progression qui est constante puis qui donne des vrais résultats sur le terrain, en fait. Pour revenir sur mon début avec le fameux bossu. Oui. Tu sais, souvent, on voit ça. On a dévié. Ouais, c'est correct. On voit ça là, souvent dans les vidéos Instagram ou peu importe là, où on s'entraîne au hockey, il faut faire des squats sur le bossu en jonglant des ballons. Il faut faire des splits de squats sur un bossu pour travailler la fameuse proprioception. Oui. Ben, vous savez, ce que je vais dire, c'est que déjà, du bossu, c'est pas de la proprioception, c'est du vestibulaire. Ouais. On a beaucoup confus, puis même en kinésiologie, parce que, évidemment, j'ai des amis qui sont kinésiologues puis qui me disent, tu sais, on nous a montré des exercices de proprioception qui étaient en fait des exercices d'équilibre. Tu n'as pas besoin d'être déséquilibré pour faire de la proprioception. C'est un peu ça qu'il faut déjà comprendre. La reconnaissance de son corps,
sans avoir accès à la vision. C'est un peu ça, la proprioception. Ouais. Tu n'as pas besoin d'être déséquilibré. Et comme de fait, si on regarde la pyramide de Williams puis Schellenberger, ce sont 2 composantes séparées, la proprioception puis le vestibulaire. Donc, aussi bien les travailler de façon indépendante pour vraiment les bonifier l'athlète de façon plus générale. Donc, pour revenir à ton bossu, déjà, si on veut déstabiliser, il y a mieux qu'un bossu. Moi, j'aime beaucoup plus les carrés de foam. Je trouve que ça déstabilise beaucoup plus vite les RX. Tu sais, les petits carrés de foam bleus, là. C'est le yoga, ben pas yoga, là. C'est Ouais. plus dur, mais... Mais c'est comme de la mousse. Ouais, Tu sais, un pied là-dessus, il n'y en a pas beaucoup qui tiennent, là. Ça, je trouve ça déjà plus intéressant parce que c'est beaucoup plus violent. Le bossu, vraiment, tu sais, ça déstabilise un peu. Après, ce qui arrive, c'est que je pense qu'il faut être capable de segmenter nos interventions dépendamment des objectifs qu'on a. Si on veut faire de la force, on ne la fera pas sur le bossu. Tu peux plus exprimer de la force quand tu n'es pas stable, même si c'est pas très instable. Donc, après ça, il y a eu des conneries qui se sont faites comme des squats sur les ballons suisses avec des charges. Après ça, on va te faire un squat sur un ballon suisse, pas de charge, pour aller chercher le système nerveux puis activer le système vestibulaire en réchauffement pour 5 minutes avant de faire un entraînement avec des charges. Je pense même qu'à la limite, c'est intelligent. Mais de commencer à inclure des exercices un peu comme ceux que tu as décrits dans le programme même, où là, tu vas aller chercher de la performance physique et pas motrice, ça dépend toujours de l'objectif. Si ton entraînement d'1 heure, c'est fait pour développer des compétences motrices puis que tu te fous de développer de la force, de la puissance puis de l'endurance, tu peux faire des trucs de cirque tout le long. Puis il y a peut-être, à la limite, un moment donné où ça vaut la peine de le faire. Il y a peut-être des athlètes qui sont super forts, super puissants, mais qui se blessent à rien, qui n'ont pas d'équilibre. Peut-être qu'avec eux autres, tu sais, sur 30 minutes d'entraînement, tu fais, hey, pour 20 minutes, on va faire des affaires nounounes, mais qui vont te bénéficier. Puis peut-être que pour d'autres, finalement, plus que 5 minutes, c'est un peu trop. Moi, je considère qu'après 5 à 10 minutes, tu en as assez fait, parce que c'est des exercices qui tirent beaucoup de jus. Donc, l'idée, c'est de les faire juste assez pour activer le système nerveux, mais pas assez pour aller l'épuiser. Donc, ouais, après 5 minutes de faire des folies, je considère que c'est assez. Ça a commencé avec un squat sur le bossu, puis là, c'est rendu avec un bicep curl sur le bossu. Ben, c'est juste, on s'entraîne sur le bossu. Ouais, exact, c'est exact. Si vous voulez voir des exercices qui n'ont pas d'allure, allez voir Joel Seedman. Connaissez-vous Joel Seedman? Oui. C'est un physiothérapeute américain. Sur sa page Facebook, il est toujours en wife beater. Là. C'est d'ailleurs, on y voit un peu le poil de chest. Là. C'est super sexy. Là. Merci. Mais écoute, c'est un peu comme Phil dans le fond. Mais c'est pour ça qu'il met des t-shirts, Phil, il le sait. Tu sais. Ouais. Mais écoute, pour voir des exercices qui n'ont pas de bon sens à toutes les semaines, c'est vraiment là. Moi, je devrais y donner de l'argent à ce gars-là parce qu'il m'a tellement fait rire dans ma vie que c'est comme si j'étais allé voir un show d'humour. Je me dis, je devrais y donner une cotisation. J'ai bien trop eu du fun. Puis à ce jour, récemment, c'était des squats avec une charge asymétrique. D'ailleurs, c'était un des chums à Gab chez Athletic One qui m'en a parlé. Un de tes chums, j'imagine. Je me rappelle pas de son nom. Mais c'est ça. Vincent? Oui, c'était peut-être Vincent. Gary. Ben non, c'était pas Vincent, c'était un GF. autre. Non, c'était pas Jeff Scott non plus. Bon. Mais Je suis un all autre, boys. vous avez trop d'amis, c'est ça qui arrive. Mais tu sais, il me dit ça, il dit pour general population, là, le gars avait une barre avec juste des poids d'un bar. Je peux bien croire que tu veux travailler sur un déséquilibre, mais c'est ça qui arrive, c'est que les gens veulent travailler des déséquilibres, mais sans vraiment savoir d'où ils viennent puis comment les adresser. Puis je pense pas que c'est en mettant du poids juste sur une barre, bord de la barre de squat que tu réussis à faire quelque chose d'intelligent. Lui, il fait beaucoup d'exercices, justement, qui a pas de sens, mais il y en a beaucoup qui font comme « Ah, ouais. » Mais c'est original. C'est ça. C'est cool, je vais le faire. Oui, puis Ouais. Instagram, c'est un monde de visuels de courte attention. C'est sûr que si tu fais comme moi puis que tu mets des vidéos de deadlift puis squat à tout bout de champ, peut-être que ça intéresse plus personne à un moment donné parce qu'ils sont comme dit, on a déjà vu ça. Sauf que c'est peut-être ce que tu as déjà vu qui est le plus efficace. Puis si je regarde les préparateurs physiques qu'on respecte tous à l'heure actuelle, ils ont pas mal, ceux qui sont vraiment bons puis qui ont des résultats, sont pas mal tous dans le feeling de dire que c'est dur de remplacer des squats puis des deadlifts à un moment donné. Tu sais, je regarde Caso, Thibodeau, c'est quand même que quand je regarde les programmes que Gabriel il me fait depuis 4-5 ans, puis il y a quand même une constance. Je fais bien des squats, puis je fais bien des deadlifts, puis je fais bien des chin-ups. Puis ça marche. Ça fait qu'à un moment donné, tu te dis, tu sais, réinventer la roue pour faire des conneries. Mais ça va attirer un public qui est pas très connaissant, puis qui a tout avantage d'en connaître plus. Si ça les amène à pousser leur quête pour des connaissances plus souhaitables, ben c'était une bonne chose. Mais s'ils en restent là,
Tu sais, des fois, on blâme un peu les influenceurs de faire un mauvais travail au niveau du fitness parce qu'on dit, tu sais, finalement, c'est pas très spécialisé ce qu'ils donnent comme avis, puis c'est un peu garoché, puis c'est un peu le même programme pour tout le monde. Sauf qu'un influenceur qui a 5 millions de personnes sur sa page Facebook qui peut intéresser dans sa journée peut-être un autre 100 ou 200 personnes à commencer à s'entraîner, c'est du monde qui, à un moment donné, finissent dans vos bureaux parce qu'ils en veulent plus. Ouais. Fait que moi, je vois ça comme positif, même le mauvais, parce que je me dis, entre ça puis une pub de cigarettes pour relativiser, là, j'aime bien mieux voir quelqu'un faire une connerie sur un bossu avec des biceps, puis de dire, crime, ce gars-là, il est quand même au moins dans le gym, puis ça se peut qu'il prenne un shake de protéines après, à la place de prendre une bière. Mais après ça, on peut faire mieux, puis c'est pour ça qu'on est là. Tu sais. Ouais. Fait que tu utiliserais-tu le bossu dans certaines conditions? Oui, absolument. Mettons pour performance hockey? Hey, la cocaïne fait perdre du poids. Il faut penser que tout a une utilité. Bon, je te dis pas que ça dérègle pas le circuit mésolimbique, mais entre-temps, si tu veux être sec, non, j'ai nécessairement jamais fait de cocaïne, je suis pas assez sec pour ça. Mais oui, je pense qu'il y a une place pour tout. Je sais que Scott Livingston l'utilise dans ses planifications d'entraînement, puis Scott, c'est un entraîneur que je respecte beaucoup, avec qui je vais donner même une formation, je vais plugger un petit peu, en avril en France. Première formation qu'on va donner ensemble sur, dans le fond, comment développer un athlète olympique. Il le sait beaucoup plus que moi, mais on va amener un aspect neuro à tout ça. Ça fait que l'idée, oui, je l'ai vu déjà utiliser ça. Maintenant, il faudrait lui demander parce que c'est plus ou moins ma spécialité, mais je suis sûr, connaissant Scott, qu'il y avait une logique derrière ça, puis je suis sûr qu'il ne fait pas juste ça non plus. Ça fait qu'après ça, c'est de positionner ça. Il y a trop de monde qui ont écouté Charles Poliquin dire quelque chose, qui ne l'ont pas compris puis qui l'ont répété parce que c'est Charles qui l'avait dit. Ça aussi, il faut le dire. Parce que autant que je suis en admiration et en adoration infinie envers Charles, à un moment donné, ce qui arrive, c'est que lui, il a compris des choses, il a dit des choses, puis il a peut-être pas toujours dit ce qu'il comprenait à 100%. Après ça, l'interprétation que les gens ont faite de dire qu'un bossu, après ça, il faut tout les crisser dans les vidanges, parce que Charles a ri de ça une fois, je pense qu'il faut relativiser, puis je suis pas mal sûr que s'il était ici, il dirait la même chose. Pour avoir parlé beaucoup avec Christian Thibodeau des tendances dans l'industrie qui ont été souvent même décriées ou commentées par Charles, je pense qu'il faut mettre du gris des fois où c'est peut-être pas fait. Mais c'est les gens qui s'éduquent moins qui mettent moins de gris. Hein? Ouais. C'est les gens qui font juste répéter. Puis ça, il va toujours en avoir. Puis je trouve qu'au Québec, il y en a beaucoup. Mais il y en a moins en France. Mais c'est vrai, il y a moins ce culte du gourou en France. Ouais. Ils apprécient beaucoup de préparateurs physiques, mais rarement qui sont aveugles puis qui font juste répéter ce que quelqu'un a dit. Ici, sur 20 ans, là, ça fait depuis 20 ans que je regarde ça, j'ai 41, j'ai trop souvent vu « Ouais, mais Charles, il a dit ça. » OK, ouais, mais dans quel contexte? Puis il a dit ça, mais il pensait quoi? Tu le sais-tu? Ah, on lui a pas demandé. Ouais, ben c'est ça. Ouais. Dans ton bureau, quand tu reçois un athlète, souvent, mettons exemple un joueur de hockey, tu reçois ça, c'est quoi les problèmes que tu vois le plus fréquemment? Ils sont souvent tendus des hanches, mais tu sais, après ça, qui ne l'est pas? C'est vrai que leur sport, ils sont toujours un peu en flexion. Puis après ça, ce qui arrive, c'est qu'on va avoir dit « Ouais, mais tu sais, une flexion de hanche normale, c'est 90 degrés. Tu sais, tu couches le gars à terre, tu lèves la jambe, le genou tendu, tu es supposé avoir 90. » Il n'y aura peut-être pas 90 s'il joue au hockey 15 heures par semaine, 20 heures par semaine depuis qu'il y a 5 ans, puis il y en a 26 à l'heure que tu le vois. Sauf que moi, je me tiens pour le fait qu'il devrait au moins avoir la même mobilité à droite puis à gauche. Déjà pour réduire le risque de blessure, il crée plus d'opportunités de mouvement. Donc, je pars pas avec un absolu en tête, mais c'est vrai qu'au niveau des hanches, c'est quand même un complexe musculaire qui est beaucoup sollicité au hockey. Je m'attends à trouver des hanches moins flexibles peut-être chez un joueur de hockey que chez un autre type d'athlète, mais en même temps, je te dirais que je pars même pas non plus avec nécessairement une idée préconçue. C'est surtout pour moi de créer de la symétrie entre le côté droit et le côté gauche. Déjà, si on est capable de faire ça, on fait un travail incroyable. As-tu un exercice en tête par rapport à ça qui pourrait peut-être aider d'éventuels joueurs de hockey qui ont justement le même problème des fameux ischios, trop tête, puis... L'étirement du psoas. Non, c'est pas vrai. J'étais comme j'essayais de te suivre, je suis pas sûr que Matt tripe là-dessus. Quand même. Non, c'est parce que ça a été trop dit, hein? C'est pas méchant. Un exercice particulier pour les hanches. Écoute, il y a souvent un manque de contrôle du bassin dans le plan transverse. Tu sais, les fameux blocages de la sacro-iliaque qui reviennent souvent en ostéo ou en chiropratie, ce que je me suis rendu compte avec ben du monde, c'est que finalement, quand ça bloque, c'est souvent parce que la personne a même de la misère à mobiliser son bassin sans bouger tout le reste de son corps. Donc, un exercice que j'aime bien faire avec les joueurs de hockey et avec ben du monde, t'es couches sur le ventre, tu leur fais mettre la tête sur le front parce qu'on filme, hein, c'est comme ça. Puis, l'idée, c'est qu'ils gardent les jambes totalement silencieuses, mais qu'ils bougent le bassin en rotation. Droite-gauche, mais qu'ils arrivent qu'à juste bouger le bassin,
pas les genoux, pas les pieds. C'est vraiment dur. Ouais, juste de l'imaginer, je peux pas faire ça. C'est là où l'idée d'aller aux danseuses, ça peut aider. Parce que tu peux au moins t'inspirer de ce que tu as vu la veille. Le lendemain, quand tu fais l'exercice, tu es comme OK, elle est quand même capable de le faire, Cindy. Je m'excuse pour toutes les Cindy qui écoutent l'émission. Mais c'est vrai que c'est quand même des mouvements d'une précision assez difficile à aller chercher. Puis c'est ce qu'on appelle, tu sais, une chaîne musculaire qui fonctionne bien. On m'a toujours dit que c'est une chaîne où il y a de la dissociation. Parce que le mot chaîne est quasiment mauvais. Tu sais, quand tu penses chaîne musculaire, tu penses un maillon qui imbrique dans l'autre, puis tu te dis, si tu bouges un bout de ça, tout va bouger. C'est que je l'utilise tout le temps, le terme chaîne musculaire, mais il n'est pas bon, ce terme-là, parce qu'une chaîne musculaire qui fonctionne bien, c'est une chaîne où il y a une dissociation, où tu peux bouger A, mais tu ne bouges pas B. Là, tu veux bouger B, mais tu ne bouges pas A. C'est ça, avoir du contrôle moteur. Puis quand on regarde, par exemple, des artistes, des danseurs, des joueurs de hockey qui sont beaux à voir aller, c'est qu'ils sont capables de vraiment bouger leur corps exactement comme ils veulent, puis dans des conditions des fois difficiles, ils perdent pas le contrôle de leur corps, ils ont encore de l'équilibre, puis ils ont une proprioception qui est tellement bonne que sans même regarder trop ce qu'ils font, ils sont capables de faire la bonne chose. Puis évidemment, à une vitesse très rapide. C'est ces gars-là qui se font payer des millions, là. C'est ceux-là, c'est la différence entre... Je regarde en ce moment avec ma copine l'émission Hockey Wives. Avez-vous déjà regardé cette émission-là? Non, Une couple de fois, ouais. Ça va vraiment vous intéresser parce que c'est tout l'envers du décor de ce qui se passe au hockey. Et en fait, c'est la vie des femmes de ces joueurs-là. Puis ce que tu te rends compte, c'est que faire la Ligue nationale de hockey, c'est une chose, mais c'est pas tous ceux qui la font qui ont des vies extraordinaires. Il y a bien des gars là-dedans qui gagnent pas tant d'argent que ça, puis qui ont toujours un peu peur de se faire relayer aux ligues mineures, où là, tu fais vraiment pas beaucoup d'argent. Puis tu te rends compte que ceux qui sont vraiment, vraiment, vraiment bons puis qui font des gros salaires, c'est pas mal plus que le fait qu'ils sont forts puis puissants puis endurants. Donc, c'est là où je me dis, on veut produire des athlètes de haut niveau, il faut aller au-delà de ce qu'on peut faire avec des charges dans un gym. Il faut avoir toute cette motricité qu'on avait apparemment, d'après Stéphane Cazot, plus à l'époque. Stéphane parlait avec Gabriel il n'y a pas très longtemps, puis il disait, tu sais, il dit, dans les 20 dernières années, je vois juste que c'est de plus en plus dur de demander à des jeunes de faire des squats, des deadlifts, puis des benches. C'est comme s'ils les faisaient tout croche. Puis, Gab, il parlait de ce qu'on fait à l'Institut IP, puis il disait, ben oui, mais de plus en plus, les jeunes en 0 puis 1 an se développent de moins en moins bien. Donc, ils arrivent à 16, 17, 18, tu veux leur faire un entraînement que toi, tu considères parfaitement normal, puis ils sont moins efficaces pour le faire. Donc, même dans la capacité de faire des mouvements de base, si tu n'as pas ta base de motricité en coordination, en agilité, en finesse puis en équilibre, tu viens quand même qu'à avoir de la misère à pousser des charges de façon efficace. Ce qui fait que tu peux jamais perdre au change si tu gagnes au niveau du terrain moteur. Puis évidemment, c'est la spécialité que j'ai développée. Puis je me suis dit, je voulais vraiment aller aux causes de tout, tout le temps. C'est sûr qu'après ça, oui, faire des benches, il faut, puis des squats. Mais moi, ma job, c'est comme de vous les amener à un point où vous êtes capable de faire ça sans vous poser de questions. Le plus possible. Avec Jake, tantôt, on a parlé de spécialisation au hockey. Tu sais, que les parents vont pousser pendant les off-season, pendant l'été. Ouais. Camp de hockey là, camp de hockey là, camp de hockey là, un autre camp de hockey là. Puis ils font pas d'autres sports à l'extérieur. Qu'est-ce que tu en penses? Mettons, as-tu un conseil à donner aux parents principalement? Faire le maximum de variété jusqu'à un certain âge, peut-être? Il y a 2 sports. Je vais parler de ce que je connais parce que moi, dès que c'est plus que après 3-4 ans, je connais plus rien. Il y a 2 sports qui sont vraiment à favoriser le plus possible. Puis si c'est vrai jusqu'à 4, 5, 7 ans, c'est peut-être vrai après aussi pour des athlètes de haut niveau. 2 sports, la natation puis la gymnastique. C'est 2 sports dans lesquels on développe énormément de compétences dites motrices. Et à ce moment-là, on donne à son corps des capacités de bouger en 3D dans différents environnements. On a un entraînement là-dedans de flexibilité, mais active, qui peut être intéressant pour le sport à haut niveau. Donc ça, je trouve ça intéressant. Mais après ça, bon, c'est d'avoir une culture où on dit à nos joueurs de hockey, vous allez faire de la gymnastique puis de la natation. Mais je me dis, pourquoi pas? De toute façon, c'est des activités avec lesquelles on pourrait vraiment développer des compétences, j'allais dire complémentaires, mais même pas, des compétences nécessaires en gymnastique, de la puissance, de la force, mais différemment. Puis en 3D, on va se le dire, un squat, un deadlift,
C'est toujours dans le plan sagittal. Il n'y a jamais de stress dans le plan frontal puis transverse. Puis là, hockey, s'il y a un sport qui se joue à 360, c'est bien le hockey. Donc, et ça, c'est une des forces de Scott, je trouve, en entraînement, c'est qu'il prend beaucoup en compte les 3 plans de l'espace dans les exercices qu'il donne. Puis Scott Livingston, c'est vraiment un spécialiste de la réathlétisation vers la performance. Il va vraiment aller chercher ce créneau-là, mais entre autres en prenant en compte que le gars ne fait pas juste bouger avant-arrière. Puis s'il fait juste ça, il ne se rend pas à la Ligue nationale. Ouais. Warm-up, j'avais vraiment envie de parler de ça. On les voit tous. Dans le warm-up, ils s'étirent, puis c'est pas mal ça. Ils s'étirent, ils patinent. Est-ce que c'est réellement un bon warm-up pour aller jouer une game de hockey? Les études, je ne vais même pas vous donner mon opinion parce que maintenant, c'est quand même assez répertorié. Les études les plus récentes disent que de s'étirer avant un exercice, non seulement c'est pas très efficace, à la limite, ça peut créer plus de blessures. Ça, on est même rendu en 2019 à une époque où les physiothérapeutes le disent. Je dis ça de même parce qu'ils sont quand même plus conservateurs, parce qu'ils doivent l'être de par leur ordre professionnel puis leur cadre de métier. Donc, à partir du moment où un physio qui a lu les études les plus récentes te dit que de t'étirer avant un match, c'est peut-être pas la chose la plus brillante, je me dis, est-ce qu'on doit vraiment encore en parler? Mais on n'a pas le choix parce qu'il y a une culture dans le sport où les gens s'étirent. J'avais été, quand j'étais plus jeune, en charge du programme de développement de force pour une équipe de football 3A dans l'ouest de l'île à Montréal. Puis déjà, à cette époque-là, là, on parle de 1900 tranquille, je parle avec le coach, puis je dis, tu sais, l'étirement avant le match, ça commence à se dire que peut-être qu'on pourrait faire mieux. Puis il met une main sur l'épaule, il fumait son cigare avec l'autre. Tu sais, Matt, il y a la science, puis il y a la culture. Les gars s'étirent parce que ça fait partie du sport. Ça leur permet de vivre un moment ensemble. Il y a un des petits gars qui va en avant, qui dit aux autres comment s'étirer. Tous les petits gars bougent en même temps, font la même chose. Après ça, tu te dis, tu vas t'ostiner contre quoi dans ta vie? T'ostiner contre une culture, tu peux, mais c'est un combat que j'ai souvent perdu. Parce qu'à partir du moment où les gens ne cherchent pas à faire quelque chose de scientifique, mais qu'ils le font par accoutumance, par habitude, ben là, il n'y a plus vraiment de raison de faire A ou B. Ouais. Est-ce que c'est efficace? Comme je te dis, les études disent que non. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'ils fassent? Si, mettons, il y a un jeune qui nous écoute et qui dit « Ah, moi, je veux scraper la culture. Ouais. Je veux vraiment faire ce qui est bon pour moi. » pour ça. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse en warm-up pour se préparer à sa game de hockey et mieux performer? Oui, des exercices d'agilité, de coordination puis d'équilibre. Déjà, si on misait sur ces 3 compétences-là, on activerait davantage les muscles, ils seraient davantage prêts à travailler, on diminuerait les tensions musculaires dans les muscles qui sont déjà un peu trop tendus, ce qui fait qu'on aurait un meilleur accès pour les utiliser, on compenserait moins pendant qu'on joue. Donc, ça serait vraiment des exercices basés sur, finalement, des mouvements précis, des mouvements justes. Après ça, si on veut faire des étirements actifs, ça me gêne pas. Mais ce qu'on voit plus classiquement, là, après 2 tours de glace, les gars qui se sacent dans la bande puis qui se mettent à s'étirer les ischios pendant qu'ils partent de leur date de la veille, tu fais comme, on est en 2019. Je sais que Scott, ça fait des années qu'il milite contre ça. Puis, je veux dire, il n'est pas le seul. Ouais. J'ai rencontré au cours de ma carrière pas mal de préparateurs physiques de la Ligue nationale de hockey. Lorne Goldenberg, que je connais bien aussi, qui est avec Pittsburgh. Ouais. Tous ces gars-là, ça fait 10-15 ans qu'ils savent que de s'étirer, c'est pas la fin du monde. En fait, que c'est pas génial. Là. Ouais. Tu sais, Lorne, il est dans le game depuis longtemps. Peter Twist, c'est la même chose. C'est tous des gars qui ont façonné l'industrie de la préparation physique au hockey en Amérique. Tous ces gars-là s'entendent pour dire que t'étirer avant un match, c'est pas génial. Là. Donc, entre les connaissances et la culture, tu sais. Ouais, la culture est moins forte, je pense, au hockey qu'au football. Oui, au football, après, au hockey, souvent, après une pratique, à la limite, ça, moi, je trouve que c'est moins... Maintenant, à cette heure, avec le foam roller, c'est déjà moins pire, je trouve. Les gars vont juste se rouler, finalement, c'est ça? Ouais, mais avant la game, ils vont quand même... Tu sais, dans le petit warm-up, même si on parle Pee-Wee, ils ont 3 minutes. En 3 minutes, ils vont... Souvent, ils vont... C'est le plan de match, là. Ils se mettent en rond là, autour du rond de mise au jeu, là, puis ils s'étirent tout ensemble. Ouais. Fait que, tu sais, au lieu de faire ça, est-ce qu'il y aurait plus d'avantage à faire des virages brusques, des trucs agilotés comme ça sur la glace? 100%. Ouais. 100%. Ouais, des virages brusques, ça serait bien parce que tu as toute la notion de précision, de contrôle moteur. Puis c'est ça qu'ils vont faire dans 5 minutes, de toute façon. Exactement. Ouais, ils vont faire des virages brusques. Ils vont devoir réagir rapidement. Donc, moi, je sortirais des balles de tennis puis je les ferais jongler. Je sais que ça aurait l'air fou là, parce que ça se fait pas en ce moment, mais on voudrait être conséquent. Après ça, ce qui arrive, c'est que les gars font des passes puis ils font pas sa palette. Ben, c'est du œil-main, ça.
Tu sais, il faut arrêter de se leurrer. C'est quoi mettre une puck sur la palette? C'est de coordonner tes yeux avec tes mains, puis ça te prend de la proprioception pour savoir toi t'es où par rapport à l'autre. C'est toutes des compétences de base. Donc, pourquoi pas bonifier ces compétences-là avant d'essayer de mettre la puck sur la palette de ton chum? Ouais. Tu sais, sans nécessairement jongler sur la glace, avant ton Phil, il est warm-up, comme ça marchera pas dans l'affaire de Non, jonglage. oublie ça. avant, à la place d'être faire ça sur la glace, exemple, tu fais ça après ton warm-up, avant ta première période, parce que rendu à un certain niveau, ils font la glace après le warm-up. Oui. Tu pourrais faire ça à l'extérieur, comme ça, personne ne le voit. 100%. Mais tu jonglerais Ouais. ou tu ferais vraiment un exercice plus spécifique? Tu pourrais vraiment jongler. Tu sais, du humain, c'est du humain. Après ça, tu peux choisir de le faire avec le bâton de hockey. Sauf que là, ça devient très spécifique. Puis moi, je travaille pas vraiment avec ça parce que je travaille avec monsieur, madame, tout le monde. Puis même les joueurs de hockey, ben, je leur fais faire des choses plus générales. Mais on pourrait prendre la même idée puis faire faire dans le fond des drills. Tu mets une cible sur la bande, puis il faut que le gars réussisse à l'avoir. Pour moi, ça fait plus de sens là, avec la POC. Là. Puis est-ce que tu utiliserais la Neurospike en warm-up? Là, j'avais hâte qu'on parle de ça. Ben, pas ça à glace, C'est parce que ça serait plate plate que qu'on les l'a gars pas. glissent dessus. Tu l'as-tu? Non, je l'ai pas avec moi, la voulais l'amener, Neurospike. mais J'en ai même pas avec moi. Ouais. ouais, pour expliquer un peu aux gens, c'est quoi un Neurospike exactement, puis qu'est-ce que ça fait, puis qu'est-ce que ça va faire dans la game en tant que telle. Le Neurospike, c'est assez simple. C'est une balle d'exercice qui a été développée par deux de mes amis qui sont vraiment des tops en innovation parce qu'il fallait y penser, mais c'est une balle avec des pics. Puis je vais reprendre leur slogan. Les pics sont quoi, les boys? Ils sont durs. Ils sont durs, ils sont longs, ils sont pénétrants. Bravo. Ouais. Ils sont longs, durs et pénétrants. Oh yeah. Et c'est quand même que c'est différent de bien des balles de stimulation sur le marché où les pics, à un moment donné, viennent pas très durs, pas très longs, puis finalement, ils pénètrent pas très bien non plus. Ce qui fait que ça stimule moins. Puis l'idée, c'est de désensibiliser avec un Neurospike les mains puis les pieds. Ce qu'il faut dire, c'est qu'à la naissance, les mains et les pieds sont très sensibles. Chez certains adultes, les mains et les pieds sont encore sensibles. Et quand tu as les mains et les pieds trop sensibles, tu contrôles pas bien le bras ou la jambe de cette main ou de ce pied-là. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de rouler la balle en dessous de ton pied ou de la rouler dans tes mains pour désensibiliser. Ça active le cerveau pour qu'il y ait un meilleur contrôle sur tout ce bras-là ou toute cette jambe-là. Donc, oui, les gars, ils ont tous, comme n'importe qui, une main plus sensible que l'autre, un pied plus sensible que l'autre. L'idée, ça serait de le stimuler. Ça prend 2-3 minutes. Puis, ça fait quand même une super job. Puis, ça se fait facilement dans le vestiaire avant d'embarquer sur la glace. Puis qu'est-ce que ça va amener aux joueurs? Ça Sur la active glace? le cerveau pour avoir des meilleures contractions musculaires. Tu sais, donc quand on disait qu'un joueur a peut-être plus de facilité à pivoter d'un bord que de l'autre, disons que ton pied droit est un petit peu instable, tu vas peut-être avoir de la misère à pivoter sur ce pied-là. Mais si tu le stimules avec le Neurospike, après, ça se peut que tu te sentes plus en confiance puis que tu sois plus capable de pivoter à droite. Donc, le gars qui, en avant de toi, pense que tu pivotes toujours à gauche, quand tu mets à pivoter à droite dans sa face, peut-être qu'il ne voit pas ça venir, puis finalement, c'est ça qui te donne un peu l'avantage. Ouais. Donc, c'est vraiment encore là pour donner à l'athlète des options dans ses mouvements. Donc, le Neurospike, c'est cool parce que c'est portable, tu sais, c'est une petite balle qui Ouais, fait dans c'est ta ça. main. Tu peux apporter ça avec toi partout. Puis c'est passif, tu n'as pas vraiment à... Tu sais, tu peux suer. Il y a des gens qui c'est tellement sensible le pied Ah qui se ouais. mettent à suer quand ils le font. Là, on le fait à Québec. Ouais. Là. Ouais. Mais autrement, en temps normal, tu sais, tu peux faire ça en écoutant de la musique, en parlant avec quelqu'un. C'est... Puis Neurospike, ça stimule le système tactile. Ouais. Est-ce que ça serait mieux d'utiliser le Neurospike avant une game de hockey que, exemple, jongler avec des balles qui est la coordination humaine? Les deux. Les deux, ouais. Tu as besoin de tout quand tu fais une activité physique. Donc, tu as besoin que tes deux pieds soient aussi sensibles et accessibles l'un et l'autre. Tu as aussi besoin, sur cette base-là, de coordination humaine. Tu as besoin d'équilibre. Tu as besoin d'agilité. Parce que la coordination humaine est plus haute dans la pyramide. Oui, Fait que est-ce qu'il y aurait un avantage à la stimuler quand même s'il n'y a pas accès à 100%? tu vas l'utiliser pareil quand tu vas jouer au hockey. Ça fait que moi, je me dis, même si à la limite, tu n'auras peut-être pas 100% du bénéfice de ton œil humain parce qu'il te reste des bases plus de base à travailler, tu vas quand même avoir un effet quelconque. Puis ça, ben, c'est quand même intéressant pour quelqu'un qui va l'utiliser 5 minutes plus tard dans un aspect compétitif. Parfait. Fait qu'un warm-up idéal, ça serait Neurospike, proprioception, puis mettons ça à glace, fait des virages brusques, des trucs d'agilité. Tu sais, puis c'est pas long hein, à ce moment-là. Parce que les gens aussi recherchent, que ce soit des joueurs de hockey ou d'autres, une efficacité dans ce qu'ils font. Ouais. Ce qui fait que moi, quand j'entreprends quelqu'un, la règle est très claire. Je leur demande 5 minutes par jour. Mais 5 minutes par jour, là,
même Justin Trudeau, qui a fait des conneries il y a 20 ans en se dessinant en face, il a le temps de le faire. Tu sais, tout le monde a 5 minutes. C'est épouvantable. Là. C'est 3 photos qui sortent, en tout cas. Ça allait pas très bien, ça va vraiment encore moins bien. Mais tout le monde a 5 minutes. Le premier ministre du Canada a 5 minutes. Tout le monde a 5 minutes. Là, après ça, c'est de dire que, tu sais, si tu fais du sport, ben, les exercices, t'es fait avant ton sport. Ça sert de réchauffement, dans le fond. Ouais. Ça fait pas mal de temps, Ben ouais, je pense. ben bien. ouais. On est bon. Fait que, mettons, là, on a fait un petit recap, là, mais mettons que tu aurais un truc, un conseil à donner, que ce soit un joueur de hockey, Ouais. jeune. Tu peux l'appliquer dès qu'il entend ça. Que ce soit dans ses entraînements ou avant son match, pendant son match, whatever. Un conseil à donner. On a parlé pas mal du warm-up, là, Ouais, mais fait mettons, que si tu aurais quelque chose autre. Ouais. Écoute, si dans ses souliers, il marche avec des souliers qui donnent beaucoup de support, un soulier qui est pas très mobile, un soulier qui a un support d'arche, au plus sacrant, tu me garoches ça dans les vidanges, puis tu t'achètes un soulier qui est minimaliste. Parce que là, ce qui arrive, c'est que à tous les jours, à chaque fois que tu mets un pied en avant de l'autre, tu vas entraîner tous les petits muscles de ton pied. Tu vas développer de la stabilité au niveau des... Ça ne corrigera pas un déficit droite-gauche, mais ça va déjà te donner beaucoup plus de sensibilité au niveau des pieds, mais une bonne sensibilité, une sensibilité d'accès. Ce qui fait que quand tu vas mettre tes pieds dans des patins rigides, tu vas déjà être un petit peu plus en contrôle de tes mouvements. Donc, un conseil facile à appliquer, c'est de vraiment sortir des souliers qui donnent trop de support, puis d'aller vers un soulier qui donne moins de support. Donc, tu sais, tu vas au magasin, tu demandes un soulier minimaliste. Puis le moins qu'il y a de matériel, puis le plus qui est flexible, le meilleur qui est. Ça c'est bon pour quelqu'un de N'importe 12 ans, qui, comme de 18 ans, comme de 40 ans, mais maintenant, tu sais, on voit ça, les beaux petits Nike là, pour des bébés, là, que c'est ça de haut, puis... Fait que ça, c'est bon aussi pour des nouveaux bébés, là, des bébés naissants, puis 2-3 ans. Ça devrait être criminel de vendre des souliers d'adultes à des enfants parce que ça l'est pour les adultes. Ça fait qu'imagine quand le pied s'est même pas encore développé, c'est épouvantable. Dr Bricot, qui est le fondateur de la posturologie, a toujours dit que si un jour il y a de l'argent, il fait un procès à Nike, Reebok puis Adidas pour pratique illégale de médecine. Puis il le pense vraiment. Parce qu'en fait, ce que ces compagnies-là, ils font, c'est qu'ils donnent un support au niveau du pied, qui est une profession en soi, c'est de la podiatrie. Puis ces gens-là choisissent à tort ou à raison de mettre du support en dessous des pieds du monde, mais c'est une décision d'ordre médical. Les compagnies de souliers le font à outrance, sans justification, en disant que c'est pour tout le monde. En soi, c'est pas correct. Donc après ça, ben, il faut éduquer les gens, puis il faut leur permettre de tester d'autres choses, puis de voir comment ils évoluent. Encore là, un soulier minimaliste, ça règle pas aucun problème, mais ça donne accès à son corps, puis ça, c'est déjà quand même un départ. Ouais, nice. Merveilleux. Super conseil. Où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux? Où est-ce qu'on peut te rejoindre si on veut faire affaire avec toi? Sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram. Sur Instagram, je fais juste mettre des vidéos quand je m'entraîne. Donc, à moins d'être fanatique du fait que je m'entraîne, ce qui serait un peu problématique, là, je vous dirais que vous avez besoin d'aide. Là. Une fois de temps en temps, je bloque quelqu'un. Je suis comme, non, cette personne-là, elle aime bien trop ce que je mets en ligne. Je les bloque. Sur Instagram, là, c'est... mais sinon, sur mon site web, je pense que c'est la meilleure place. Donc, matboule.com. Là-dessus, il y a toutes mes informations, puis mes différents bureaux. Je suis un peu partout. Parfait. Excellent. Merveilleux. Merci d'avoir Gros accepté merci. encore. Merci de m'avoir invité, les boys.